Alors la deuxième question, c'est quelles sont les conséquences de ces marches du retour du côté de l'autorité palestinienne. Alors là, ça a été, je dois dire, un véritable feuilleton ces dernières semaines, puisque l'une des questions qui nous intéresse beaucoup, c'est celle du droit international, et c'est pour ça que j'ai écrit ce petit bouquin, en étant très supervisé par un spécialiste, un avocat spécialisé, Gilles Devers, à la Cour pénale internationale, accrédité. Ce bouquin, je vous engage à lire. C'est un peu le droit international pour les nuls. Moi, j'étais nul en droit international avant de commencer à me pencher sur cette question. Et donc, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris à propos de ce conflit. Et il y a quand même des choses qui sortent et qui, très régulièrement, j'étais sur une petite radio il n'y a pas très longtemps, faut même une grande radio, d'ailleurs, c'est assez rare, ils ont encore dit des choses totalement inexactes sur la question du droit international. Il y a encore des journalistes qui expliquent qu'on ne peut pas poursuivre Israël devant la Cour pénale internationale, tout simplement parce qu'ils n'ont pas ratifié le traité de la Cour pénale internationale. C'est une absurdité totale. On n'a jamais demandé à un criminel d'accréditer, de reconnaître le jury devant lequel il va passer. C'est complètement faux. Bon. Et il y a beaucoup de choses fausses qui traînent, donc je vous engage vraiment à lire ça. Il a été écrit à la fin de la guerre de 2014, mais il n'a pas pris une ride sur le fond. Encore qu'il y a un épisode nouveau, et là, qui date seulement d'il y a une quinzaine de jours. Donc avec Gilles Devers, pour pénal, et puis un groupe d'avocats, et surtout localement à Gaza, une équipe très très bien formée, très professionnelle, qui travaille maintenant depuis 2014, et qui a été formée, mais au top niveau, pour recueillir les preuves, ce dont a besoin un tribunal pour pouvoir condamner des personnes. Vous savez, si vous allez devant un tribunal, vous savez, les juges, vous pouvez leur raconter tout ce que vous voulez, si on n'est pas sûr que la balle soit venue de là, que si, que ça, qui était là, qui a retiré la balle, qui. Il faut des choses, vous voyez. Parfois, vous avez un dictateur dont on sait qu'il a fait des catastrophes, mais il est quasiment condamné parce qu'il a brûlé un feu rouge. Mais là, on en est sûr, vous voyez. Bon, c'est un petit peu ça, la chaîne de preuves, vous voyez. Et donc, depuis 2014, il y a des équipes qui sont formées par des professionnels. Et vous avez quasiment une liste de garde, vous voyez, c'est-à-dire que quand il y a un clash qui se passe quelque part, il y a tout de suite des gens qui vont sur le terrain, qui prennent des photos, qui prennent des vidéos, qui interrogent les gens qui sont autour, quel est votre nom, vous habitez, etc. Quand le blessé arrive aux urgences, il y a une autre personne qui vient l'interroger, quel est votre nom, vous étiez où, qui était autour de vous, pour retrouver les témoins. Après, il va en salle d'opération et ils vont harceler le chirurgien. Faites-nous des prélèvements, donnez-nous la balle, on la met dans un petit flacon, un scellé, une date, une signature, et tout ça, c'est stocké. Autrement dit, toute cette chaîne de preuves, depuis 2014, eh bien, il y a énormément de dossiers qui ont été constitués et qui ont été envoyés régulièrement selon les normes de la Cour pénale internationale. Ils en ont une pile comme ça, vous voyez. Pour vous donner une idée, au soir du premier vendredi de ces marches de retour, donc le premier vendredi, il y avait 6, le soir même, il y avait déjà, si je me souviens bien, 96 dossiers qui étaient parvenus, vous voyez, concernant des morts ou des blessés qui avaient eu lieu le jour même, vous voyez, avec les identités, les témoins, les photocopies des cartes d'identité, des passeports, les adresses, les emails, etc. Vous voyez. Et donc tous ces dossiers se sont accumulés. Et Gilles Devers a attendu parce que lorsque l'on va se plaindre à la Cour pénale internationale, si vous faites écraser en sortant, vous pouvez toujours vous plaindre à la Cour pénale internationale, vous envoyez votre plainte, et puis on vous dira nous avons bien reçu votre courrier, mais ceci ne veut pas dire que nous allons lancer une enquête. Voilà. Alors d'abord, si vous faites écraser ici, ce n'est pas un crime de guerre. Et même si vous êtes victime d'un crime de guerre, vous envoyez une plainte, il faut du solide. Et le solide, c'est non seulement des dossiers qui soient correctement remplis, et suffisamment d'éléments de preuve, mais il faut aussi, dans la mesure du possible, avoir la garantie que quand la Cour va faire son enquête, eh bien, elle va pouvoir travailler et compléter les éléments dont elle a besoin pour aboutir à des inculpations. Et l'idéal, dans ces cas-là, eh bien, c'est que le pays d'où ça vienne ait adhéré, ait signé pour et fasse partie de la Cour pénale internationale. Or, depuis, il y a eu toute une série de plaintes qui ont été envoyées, bien documentées, et en 2015, après la guerre de 2014, sous une pression assez extraordinaire,
parce que ça ne lui ressemble pas, Mahmoud Abbas a fait adhérer la Palestine à la Cour pénale internationale. Donc ça, c'est en janvier 2015. Mais ce n'est pas parce que vous avez adhéré à la Cour pénale internationale que une plainte qui vient de votre pays fait l'objet d'une enquête. Il faut que vous la souteniez et que vous disiez « oui, elle vient bien de chez moi et je la soutiens ». Et Mahmoud Abbas a des antécédents qui sont très, très mauvais, puisque en 2014, le même Gilles Devers avait envoyé une plainte à la Cour pénale au milieu de la guerre de 2014, le 25 juillet très exactement, avec l'idée que si l'enquête était ouverte, ça ralentirait peut-être de quelques jours cette guerre qui était en train de se produire et qui a duré, vous en souvenez, 51 jours. Eh bien, dans les jours qui ont suivi le dépôt de la plainte à La Haye, sur le bureau de la procureure, qui s'appelle Fatou Bensouda, Mahmoud Abbas a envoyé Riyad El-Maliki, son ministre des Affaires étrangères, pour dire que ça ne venait pas de la Palestine. Et donc, la plainte a été mise dans un placard, gelée. Voilà. Et tout ça, c'est tout à fait officiel. Il y a une déclaration de Fatou Bensouda. J'ai posé la question à M. El-Maliki, cette plainte vient-elle de l'autorité palestinienne? Et dit-elle, dans son langage diplomatique, la réponse n'a pas été positive. Donc, rien ne se passe. Pendant ces marches du retour, c'est pour ça que je ne suis pas mécontent, parce qu'à la fin de mon bouquin, je disais finalement la procureure, pour l'instant, on ne peut rien lui reprocher. Parce que c'est assez facile de dire elle bloque, elle bloque, elle bloque. C'est vrai, elle est en position de blocage, mais il faut se mettre un peu à la place des... Eh bien, pendant la guerre, ces marches du retour, Fatou Bensouda, et c'est une première dans l'histoire de la Cour pénale, elle a fait un communiqué officiel en disant « Attention, ce qui est en train de se passer à Gaza, il se pourrait bien que ça relève de ma compétence, c'est-à-dire que ce soit des crimes de guerre. » C'est-à-dire qu'elle a envoyé un signe très clair à la fois à Israël, mais également à l'autorité palestinienne en disant « Écoutez, on attend simplement que vous veniez nous voir. » Voilà. Et il ne se passe rien, avec Gilles Devers, on arrive au lundi, vous savez, il y a eu 6 vendredis, et puis le lundi, le 14 mai, c'était la commémoration de la Nakba, donc c'était un espèce de vendredi, du super vendredi, si on peut dire, et on s'est dit, toujours rien, on va déposer. On commençait à se dire, peut-être que la procureure va finir par s'autosaisir, et ça aussi c'est quelque chose que personne ne connaît. Lorsque viennent d'un pays des tas de plaintes et que manifestement il y a eu des crimes de guerre, il y a encore une possibilité, c'est que ce soit la Cour qui décide elle-même de s'autosaisir et de lancer son enquête. Et ça, personne n'en sait rien. Eh bien, il y a un exemple d'autosaisissement qui est quand même énorme, c'est à propos de l'Afghanistan. Vous savez que quand les Américains, et c'est écrit dans mon petit bouquin, je vous engage à lire, quand les Américains se retirent d'un pays qu'ils ont dévasté, ils signent un accord avec le gouvernement qu'ils ont mis en place, comme quoi ils ne vont pas les attaquer à la Cour pénale internationale. C'est ce qui s'est passé avec l'Afghanistan. Et donc, le dossier afghan s'est épaissi, et Fatou Bensouda a décidé, ça c'était à l'automne dernier, eh bien, d'autosaisir la Cour sur le dossier afghan. Et ce dossier afghan est absolument énorme. Le dossier, alors elle demande, la procédure, elle demande à la Cour elle-même, c'est-à-dire au juge, l'autorisation de s'autosaisir. Donc on en est là. Ce dossier, je l'ai lu, il est public, 180 pages. Vous avez tous les crimes de guerre qui ont été commis en Afghanistan, soit par les talibans, soit par la coalition. Et ça inclut même les crimes de torture qui ont été commis en Europe, chez nous, puisque vous savez qu'il y a des prisonniers qui ont été transférés en Europe pour être interrogés. Par les CIA, tout ça. Oui. Donc c'est absolument hallucinant quand on lit, et ça fait 180 pages, et chaque crime est référencé, c'est-à-dire que c'est un dossier absolument énorme qui a déjà été constitué, et il y a eu cette autosaisine de la Cour, de la procureure par elle-même. Donc on s'attendait avec Gilles Devers à ce que finalement on arrive à cette autosaisine, et là, et on a envoyé donc ces 566 dossiers ont été envoyés le jeudi qui ont suivi le 14 mai de la démarche du retour. Et c'était le jeudi, et le vendredi, on a reçu, parce qu'on a un petit fan club à la Cour pénale, vous savez, il y a des gens qui disent « Ouais, envoyez-nous des dossiers, bon, c'est assez sympathique. » Et on a reçu un message de notre fan club disant « Riyad El-Maliki a rendez-vous mardi prochain à La Haye, et l'objectif, c'est d'autoriser l'ouverture d'une enquête. »
Là, je veux dire qu'on en était assis. On ne crache pas sur ce genre d'événement. C'est effectivement ce qui s'est passé. Et vous avez une photo que j'ai vue sur Internet qui est absolument extraordinaire, où vous voyez assis à un bureau, les mêmes qu'en 2014, lorsque Riyad al-Maliki a dit non, ça ne vient pas de chez nous, la plainte ne vient pas de chez nous. Vous avez Riyad al-Maliki qui est face à Fatou Bensouda, tous les deux face à face. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le troisième personnage qui est à côté de Riyad al-Maliki. Ce personnage, c'est John Dugard. Alors, John Dugard, c'est un monsieur qui a 80 ans et qui est un juge sud-africain. Et donc, ça a été l'un des juges les plus actifs de la lutte contre l'apartheid, qui connaît ça par cœur. Il a fait partie des tribunaux internationaux pour la Yougoslavie, pour le Rwanda, etc. Tous ces tribunaux qui ont été institués à l'issue de conflits sanglants. Et c'est finalement à la suite de la constitution de tous ces procès que l'ONU a décidé de faire une cour pénale permanente. Donc ils sont vraiment issus de ces tribunaux spéciaux. Et John Dugard fait partie des figures, si vous voulez, de ces tribunaux. Et c'est lui qui a écrit, bien entendu, complètement, d'ailleurs on reconnaît le style, qui a écrit complètement cette décision de l'autorité palestinienne d'appuyer les plaintes qui ont été déposées pour tous les crimes de guerre commis. Et là, c'est absolument énorme. Les journaux en parlent peu, mais c'est absolument énorme. Tous les crimes de guerre commis, aussi bien par Israël que par les Palestiniens, même si ce n'est pas la même proportion, si vous voulez, depuis juin 2014. C'est-à-dire à la fois les différentes guerres, 2014, 2007 et tout ce que vous voulez, mais tous les crimes de guerre. Et c'est là où il faut lire encore ce petit livre. Les crimes de guerre, ce n'est pas simplement tirer sur des civils de manière intentionnelle, c'est le crime de colonisation. Donc la colonisation de la Cisjordanie est un crime de guerre qui sera exploré par l'enquête, les transferts de population, les détentions abusives, la détention administrative fait partie, etc. L'utilisation d'un territoire, économiquement, d'un territoire occupé par la force pour faire de l'économie, c'est exactement ce qui se produit avec les productions israéliennes dans les colonies de Cisjordanie, la vallée du Jourdain, c'est-à-dire que les militants du BDS ont de beaux jours devant eux quand les différentes entreprises vont recevoir des lettres d'avocats, et ça c'est pour demain, des lettres d'avocats en disant vous savez que cette activité que vous avez est une complicité de crimes de guerre pour laquelle une enquête est en cours à la Cour pénale internationale. Vous voyez que là, les tribunaux vont avoir à gérer ce fait nouveau. Donc ça, c'est vrai véritablement la bonne nouvelle de ces dernières semaines. Et donc, je vous dis, très peu en parlent, mais bon, il faut aller chercher l'information. Ceux qui en parlent un petit peu, ce sont les médias israéliens. Et ces médias israéliens, et là, je veux dire si ce n'était pas un sujet aussi grave, on pourrait presque en rigoler, c'est-à-dire qu'on voit déjà la ligne de défense qu'ils avancent. Ils ont même publié déjà un livre avec toutes les lignes de défense juridiques. Donc manifestement, la Cour pénale, c'est plus qu'un problème pour eux. Ils ont raison d'ailleurs. Et la ligne de défense, si vous voulez, elle se résume en deux axes, si vous voulez. Bon, crime de colonisation, la Cisjordanie n'est pas un territoire occupé. Ce n'est pas un territoire occupé. Alors, on sait depuis longtemps que l'administration militaire de la Cisjordanie, qui est tenue par des militaires, toutes les ordonnances qui sont données, c'est Military Order, ordre militaire numéro tant, il l'appelle administration civile. Mais bon, ce n'est qu'une feuille de vigne qui cache l'essentiel, mais bon, ce n'est évidemment pas une administration civile. Donc, dire que... Alors, et ils ont même un cynisme assez extraordinaire en disant ce n'est pas un territoire occupé, donc les conventions de Genève ne s'appliquent pas. Comme si on pouvait bafouer les droits de l'homme dans sa propre population, mais dès lors que c'est un territoire occupé, c'est interdit. Donc tout ça, ça se démonte complètement avec, même en connaissant peu de choses au droit, c'est très facile à démonter. Donc premier axe, la colonisation, non, on est chez nous. Ok. Le deuxième axe, c'est de dire, et qui est aussi pathétique si j'ose dire, et aussi faible, c'est de dire la Palestine ne peut pas porter plainte à la Cour pénale internationale en tant qu'État, parce que ce n'est pas un État. Alors, ce n'est pas un État,
sauf que la Cour pénale a accepté l'adhésion de la Palestine en tant qu'État, donc la seule reconnaissance qui compte, c'est la reconnaissance de la Cour pénale internationale elle-même. Donc là, on a véritablement des bons moments, les juristes qui s'occupent de ça ont un certain espoir, et on va voir. Voilà, donc j'ai fini de parler, j'ai parlé peut-être trop longuement. J'ai endormi une petite fille. Il y a aussi les blessures par rapport au gaz, non? Oui, alors là, évidemment, crime de guerre, utilisation d'armes interdites, et là, il y en a un paquet. Il y a effectivement les balles explosives, il y a les gaz, et là, les gaz, et là aussi, on a vu que c'était vraiment un champ d'expérimentation. Même ça se voit à l'œil, puisqu'il y a des gaz de différentes couleurs qui sont utilisés. Bon, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gaz neurotoxiques qui produisent des convulsions répétées pendant des dizaines de minutes, etc. Donc ça, c'est neurotoxique, donc ce sont des gaz interdits, mais c'est pas demain qu'on va, avec les moyens qu'ils ont là-bas, réussir à les analyser. Il n'empêche que toutes les personnes qui sont gazées font l'objet de prélèvements qui sont congelés, maintenus à différents endroits, etc. Et le jour venu, on pourra analyser ce qu'il y a là-dedans. C'est pas très facile parce qu'on ne peut pas faire sortir des échantillons de Gaza et faire entrer des compétences là-bas. C'est des compétences extrêmes puisque c'est du domaine de la recherche. C'est très difficile. Il y a les obus à fléchettes. Les obus à fléchettes, c'est interdit dans les zones civiles. Et là, on a l'impression qu'ils en ont utilisé beaucoup pour vider des vieux stocks parce qu'ils les ont utilisés. Maintenant, il n'y a plus d'obus à fléchettes. Mais... C'est des obus en fait qui tombent et qui envoient de plusieurs. Ah oui, c'est terrible parce que ça envoie des flèches. Si un obus est tombé là, vous voyez le mur, il y a une flèche tous les 10 cm². Vous voyez, donc c'est des trucs qui. Il y a aussi des obus avec des fragments extrêmement petits, ce qui fait que vous avez des centaines de perforations, donc des centaines de perforations de cœur, des vaisseaux, de l'intestin, etc. C'est au-delà de toute ressource chirurgicale. C'est fait pour le tuer.